Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de l'œil et des voies optiques et qui concerne l'optique, la vision et la phototransduction. Commençons par voir brièvement quelques propriétés de la lumière et quelques principes d'optique. Le rayonnement électromagnétique est représenté comme une onde émise par des particules possédant une quantité d'énergie. Ce rayonnement comprend toutes les ondes d'énergie depuis les ondes radio jusqu'aux rayons X et gamma. Mais l'œil humain ne réagit qu'à une seule portion de ce spectre, c'est la lumière visible. Cette lumière peut être représentée comme un photon d'énergie qui se propage sous forme d'onde. La lumière est composée de différentes longueurs d'onde qu'on peut distinguer lorsqu'un rayon de lumière passe par un prisme ou une goutte d'eau après une pluie, ce qui décompose alors ce rayon en un spectre qu'on appelle le spectre visible. Les ondes de lumière rouge sont les plus longues et contiennent le moins d'énergie, et inversement, les ondes de lumière violette sont plus courtes et contiennent plus d'énergie. Une lumière peut rebondir sur une surface, ce qui constitue alors une réflexion de cette lumière. Généralement, la lumière qui atteint nos yeux a déjà été réfléchie par des objets. Ces derniers peuvent absorber de cette lumière certaines longueurs d'onde et en réfléchir d'autres. Et ces objets apparaîtront donc de la même couleur que celle qu'ils réfléchissent. Par exemple, une pomme rouge va réfléchir de la lumière rouge. Parlons maintenant de la réfraction et des lentilles. La lumière se propage en ligne droite et dans un milieu uniforme, elle se propage à vitesse constante. Mais lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent de différentes densités, sa vitesse se modifie. Et cette modification sera à l'origine de la réfraction lorsque le rayon de lumière atteint la surface d'un deuxième milieu obliquement. Une lentille est un objet transparent dont généralement au moins une surface présente une courbure, ce qui permet alors de réfracter la lumière. On pourrait distinguer essentiellement deux types de lentilles, les lentilles convexes dont les bords périphériques sont plus minces qu'au centre, et ces dernières permettent à la lumière de converger en un seul point qu'on appelle le foyer ou le point focal. Plus la lentille est convexe et plus la distance focale, c'est-à-dire la distance entre le foyer et la lentille, est courte. L'image qui est formée ou l'image réelle sera alors inversée de haut en bas et de gauche à droite. Le deuxième type de lentille, c'est les lentilles concaves. Les lentilles concaves sont plus épaisses en périphérie qu'au centre et elles permettent de diverger la lumière. Pour que la lumière réfléchie par les objets qui nous entourent converge sur la rétine, il faut qu'elle passe par 4 milieux réfringents différents ou 4 interfaces différentes. Ce sont d'abord l'interface entre l'air et la surface antérieure de la cornée, l'interface entre la surface postérieure de la cornée et l'humeur aqueuse, l'interface entre l'humeur aqueuse et la face antérieure du cristallin, et enfin, l'interface entre la face postérieure du cristallin et l'humeur vitrée. La majeure partie de la puissance de réfraction de l'œil, environ 2/3, provient de la cornée, et l'autre tiers vient du cristallin. Ceci est dû au fait que la différence des indices de réfraction entre la cornée et l'air est plus grande que la différence des indices de réfraction entre le cristallin et les humeurs. La différence entre le cristallin et la cornée réside aussi dans le fait que le cristallin peut changer sa courbure pour permettre une focalisation précise d'une image. Parlons maintenant de la convergence de la lumière sur la rétine pour la vision éloignée et rapprochée. Prenons un objet éloigné, situé par exemple au punctum remotum ou au-delà, c'est-à-dire le point où la vision ne nécessite aucune accommodation ou changement de forme du cristallin. Pour un œil normal ou en métrope, ce point est à 6 ou 8 mètres. La lumière provenant de cet objet atteint notre œil sous forme de rayons parallèles pour être focalisée par la cornée et le cristallin sur la rétine. Lors de cette vision éloignée, les muscles ciliaires se relâchent par augmentation des potentiels d'action provenant des neurones sympathiques et diminution des potentiels d'action provenant des neurones parasympathiques. Pour un objet situé à moins de 6 mètres,
les rayons de lumière ne sont plus parallèles et sans modification, le point focal se retrouverait en dehors de la rétine. Mais grâce au processus d'accommodation, les rayons lumineux sont déviés et convergent sur la rétine. L'accommodation est donc le processus par lequel l'œil ajuste sa forme pour permettre aux rayons de converger sur la rétine. Cette accommodation s'effectue par la contraction des muscles ciliaires qui permettent de tirer les corps ciliaires vers l'avant et l'intérieur, permettant alors de relâcher les zonules ciliaires et le cristallin bombe alors et le point focal est donc raccourci. Le punctum proximum est le point le plus rapproché de l'espace que l'œil peut distinguer nettement. Ce dernier est entre 8 à 15 cm pour les sujets en métrope, un peu moins pour les enfants et un peu plus pour les personnes âgées. Ceci est dû au fait qu'avec l'âge, le cristallin perd de son élasticité et l'amplitude de l'accommodation devient alors insuffisante. C'est ce qu'on appelle la presbytie. En plus de la contraction des muscles ciliaires, le muscle sphincter des pupilles, stimulé par les neurofibres parasympathiques du nerf oculomoteur, contribue au réflexe d'accommodation de la pupille. Et ceci en réduisant son diamètre, ce qui permet alors d'empêcher des rayons lumineux trop divergents, qui ne pourraient pas se focaliser sur la rétine, d'entrer dans l'œil. Enfin, il y a convergence des bulbes oculaires, c'est-à-dire que lorsqu'un objet est rapproché, les yeux tendent à faire une rotation médiale sous l'action des droits médiaux. Cette action est régie par les neurofibres motrices somatiques des nerfs oculomoteurs. En plus de la presbytie, il existe d'autres troubles de la réfraction, notamment la myopie, qui est une anomalie de la vision, et surtout celle de loin, où l'image des objets éloignés se forme avant la fossette centrale, ou la fovea. La vision rapprochée des sujets myopes est normale. Cette anomalie est généralement due à un bulbe oculaire plus allongé, et elle est corrigée notamment par des verres concaves qui permettront de faire diverger la lumière avant son entrée dans l'œil. L'hypermétropie ou l'hyperopie est une anomalie où l'image des objets éloignés se forme à l'arrière de la rétine. Les sujets atteints d'hypermétropie peuvent voir un objet éloigné en accommodant, mais les objets rapprochés se forment si loin en arrière de la rétine que l'accommodation n'arrive pas à focaliser l'image sur la rétine. Cette anomalie est généralement due à un bulbe oculaire plus court et elle peut être corrigée par des verres convexes qui permettront alors de converger les rayons de lumière. Enfin, l'astigmatisme est une anomalie due à une inégalité des courbures des différentes parties de la cornée et du cristallin, et sa correction se fait par des verres cylindriques particuliers. Parlons maintenant de la phototransduction et des photorécepteurs. Les photorécepteurs, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, sont des neurones modifiés et qui peuvent être divisés différemment selon la source considérée. Par exemple, la structure d'un photorécepteur peut être divisée en segments externes, représentés par les structures réceptrices qui sont les cônes ou les bâtonnets, en segments internes riches en organites de synthèse d'ATP et de protéines, notamment les mitochondries. Ce segment est relié à un corps cellulaire qui communique à son tour avec une fibre qui établit des jonctions synaptiques avec les cellules bipolaires. Certaines sources considèrent que le corps cellulaire fait partie du segment interne. Les segments internes et externes sont reliés entre eux par un cil de connexion. Le segment externe est formé par une série de disques empilés qui contiennent des pigments visuels ou photopigments, représentés par la rhodopsine dans les bâtonnets et l'iodopsine présente sous 3 formes pour les cônes. Ces pigments absorbent la lumière. Les disques sont formés par invagination de la membrane plasmique, mais ils se détachent de celle-ci et se détachent les uns des autres dans les bâtonnets, à la différence des cônes où les disques sont souvent attachés à la membrane plasmique. Comparons maintenant les cônes et les bâtonnets. Les seuils d'excitation des bâtonnets et des cônes sont distincts. Les bâtonnets sont très sensibles, c'est-à-dire qu'ils réagissent à une lumière très faible, c'est pourquoi ils sont adaptés à la vision nocturne et périphérique. Les cônes ont un seuil plus élevé, c'est-à-dire qu'elles sont moins sensibles et qu'elles nécessitent une lumière intense. Ils sont donc
responsable de la vision diurne ou photopique. Et comme ils présentent 3 pigments, ils sont utilisés dans la vision en couleur, alors que les bâtonnets qui ne contiennent qu'un seul pigment émettent vers l'air visuel des potentiels d'action perçus comme des nuances de gris. Une deuxième différence entre les bâtonnets et les cônes est représentée par la liaison avec les autres neurones. Une cellule ganglionnaire peut communiquer avec un grand nombre de bâtonnets, ce qui produit une faible résolution et une vision floue. Par contre, pour les cônes, retrouvés notamment au niveau de la fossette centrale ou la fovea, ils sont reliés individuellement ou en très petit nombre à une cellule ganglionnaire, ce qui permet d'avoir une vision nette et détaillée d'une petite portion du champ visuel. Parlons brièvement de la vision des couleurs. Pour que les photorécepteurs puissent convertir une lumière en signaux électriques, une molécule photosensible, le rétinal, se combine à 4 protéines, les opsines, qui sont différentes entre les bâtonnets et les cônes. La vision des différentes couleurs autres que le vert, rouge et bleu se fait par l'intermédiaire du chevauchement des spectres d'absorption des cônes, et c'est ainsi que des couleurs intermédiaires sont vues. Par exemple, pour voir la lumière jaune, il y a activation simultanée des cônes verts et rouges, et la couleur peut virer vers l'orangé si par exemple les cônes rouges sont plus stimulés que les verts. Et si tous les cônes sont stimulés en même temps, c'est la lumière blanche qui apparaît. Passons maintenant à la phototransduction. La phototransduction est le processus qui permet de convertir l'énergie lumineuse en un potentiel gradué qu'on appelle dans le cas des organes sensoriels le potentiel récepteur. Ce processus est similaire pour les bâtonnets et les cônes et il commence lorsqu'un photopigment ou pigment visuel absorbe un photon de lumière. Le pigment est, comme nous l'avons dit, formé d'opsine et de rétinal, qui est un dérivé de vitamine A. Ce rétinal a 2 structures ou isomères, rétinal en cis en absence de lumière et tout trans rétinal en présence de photons. Ce changement de forme induit à son tour un changement de forme de l'opsine. Prenons l'exemple de la rhodopsine. Dans l'obscurité, la rhodopsine se forme et s'accumule. La vitamine A forme le rétinal en cis et elle se combine avec l'opsine. Lorsque cette rhodopsine absorbe la lumière, le rétinal se transforme en tout trans rétinal, l'opsine se relâche et il y a alors dégradation de la combinaison rétinal-opsine. On parle de décoloration de la rhodopsine. Le tout trans rétinal détaché revient vers l'épithélium pigmentaire où il est reconverti en rétinal en cis, puis revient vers le segment externe des photorécepteurs. La différence entre la phototransduction dans les cônes et les bâtonnets réside dans l'intensité de lumière nécessaire pour l'activation. Lorsque l'opsine change de forme, il y a une cascade enzymatique qui aboutit à la fermeture de canaux ioniques qui sont normalement ouverts dans l'obscurité, et ceci grâce à la présence dans le milieu intracellulaire d'une grande quantité de GMP cyclique. Par activation de la rhodopsine, il y a activation d'une protéine G transducine qui est responsable de l'activation d'une phosphodiestérase. Cette dernière induit la dégradation du GMP cyclique en GMP et la cellule qui était dépolarisée devient hyperpolarisée, ce qui diminue la quantité de glutamate sécrétée dans la synapse entre le photorécepteur et la cellule bipolaire. La récupération des rhodopsines de cette décoloration prend un peu de temps et c'est le facteur déterminant de l'adaptation plus ou moins lente lors du mouvement à partir de la lumière intense vers l'obscurité. Parlons brièvement du traitement du signal au niveau de la rétine. Comme nous l'avons vu, les signaux provenant d'un grand nombre de photorécepteurs, notamment les bâtonnets, convergent surtout au niveau de la périphérie vers un seul neurone bipolaire. Il existe 2 types de cellules bipolaires. Les cellules bipolaires ON, qui sont activées en présence de lumière lorsque la sécrétion de glutamate dans la synapse diminue et sont inhibées dans l'obscurité. Et les cellules bipolaires OFF, qui sont inversement activées par l'obscurité et inhibées en présence de lumière. Ce traitement du signal est modifié par l'interposition des cellules horizontales et amacrines qui sont responsables de l'inhibition latérale.
Cette différence de réponse est due au type de récepteur de glutamate retrouvé sur chaque cellule bipolaire. Les cellules bipolaires ON ont un récepteur métabotropique qui induit une dépolarisation des cellules en présence de lumière. Les cellules OFF, elles, possèdent un récepteur ionotropique qui induit une hyperpolarisation des cellules en présence de lumière. Les cellules bipolaires ont une synapse avec les cellules ganglionnaires. Chaque cellule ganglionnaire reçoit des informations à partir de régions particulières de la rétine. C'est les champs visuels réceptifs. Ces derniers sont divisés en deux parties, le centre et la périphérie. Et il existe deux types de champs réceptifs des cellules ganglionnaires. Certains parlent aussi de champs réceptifs des cellules bipolaires. Ce sont les champs réceptifs centre ON et périphérie OFF, où les cellules ganglionnaires répondent mieux lorsque la lumière est dirigée vers le centre. Si la lumière est dirigée vers la périphérie, il y a inhibition des cellules ganglionnaires. Le second type, centre OFF, périphérie ON, fonctionne inversement. Si la lumière est dirigée vers la périphérie et le centre en même temps, il y a une faible réponse des cellules ganglionnaires. Cette organisation est due à une inhibition latérale et elle permet d'augmenter le contraste entre la périphérie et le centre, ce qui permet d'augmenter l'acuité visuelle. À partir des cellules ganglionnaires, le signal passe par les nerfs optiques pour passer par le chiasma optique où les fibres des yeux se divisent, en formant ensuite les tractus optiques, puis après un trajet que je ne détaillerai pas dans cette vidéo, il se termine au niveau de l'aire visuelle primaire du lobe occipital. Récapitulons. La phototransduction est le processus de conversion de l'énergie lumineuse en un signal électrique, et ceci par l'intermédiaire de 4 photopigments différents retrouvés dans les différents photorécepteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.